semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ZAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Je reçois pour vous pour le numéro spécial de cette émission Franchi Rétis Dagba. Il sera face à Agapit Napoléon Maforican. Nous allons commenter l'actualité sociopolitique nationale au pays. Nous allons parler de la gestion du Bénin. Mais avant, nous allons commenter l'affaire Rekia Madougou. Nous évoquerons et nous apprécierons les commentaires et agissements des anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore du Denis Soglo. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous allons commenter en partie le processus électoral en cours au Bénin. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Sans plus tarder, sans discourir, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Franchi Rétis Dagba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste principal, ancien secrétaire technique de la Commission nationale chargée du suivi de l'application du programme d'ajustement structurel de 1990 à 1998 au Bénin. Vous êtes consultant en gestion de l'économie publique, ancien candidat à la présidentielle de 2001 au Bénin, ancien membre de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance. Merci d'être à nos côtés. Grand merci. Vous êtes face à Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Merci de toujours répondre à l'appel. Consultant média communication, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, expert électoral. Merci d'être à nos côtés. Franchi Rétis Dagba, d'entrée de jeu, dites-nous comment vous appréciez, comment se porte aujourd'hui le Bénin, selon vous? Disons, le Bénin se porte comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, vous savez que depuis quelque temps, les pays africains sont rentrés en période électorale. Et avec des succès divers, on a vu le cas en Côte d'Ivoire, en Guinée et puis tout récemment au Niger. Au Niger, où nous pensons qu'ils vont faire une transition très pacifique. Et bien, nous avons les yeux rivés sur les prochaines élections présidentielles au Bénin et qui, bon, nous l'espérons, se passeront dans la paix et la sérénité. Dans la paix, donc le Bénin se porte mieux? Non, le Bénin doit se porter mieux. Le Bénin doit se porter mieux. D'entrée de jeu, dites-nous, Agapit Napoléon Maforican, comment se porte le Bénin selon vous? Quel est votre baromètre? Non, je suis dans la ligne du doyen Dagba, que je salue. C'est tout le plaisir pour moi de partager ce plateau avec lui. En tant que journaliste, on a eu à travailler un peu avec lui. Ça fait plaisir de le croiser par ici. Le Bénin se porte bien, pour moi, globalement bien. Disons que le Bénin se porte beaucoup mieux que par le passé. Parce que, en tant que journaliste, j'ai eu à déplorer. Disons que la conférence nationale m'a attrapé, moi, comme un jeune adulte. Je passais mes 20 ans. Et donc, c'était normal que, pour avoir grandi dans la Révolution, découvrir la conférence nationale à l'âge mature, j'ai eu le temps, sur les 30 années qui ont suivi, de comparer, de voir un peu la différence. Et je pense que notre pays, comme la plupart des pays africains après 90, a eu beaucoup de moments d'atermoiement qui aujourd'hui se tassent avec l'avènement du président Talon. Ça aurait pu être l'avènement du président Yahi avec le changement en 2006. 2006-2016, 10 années de changement, refondation, qui ne nous ont pas permis d'avoir tous les résultats escomptés et surtout d'atteindre les objectifs attendus. Du coup, depuis 2016, nous amorçons une nouvelle marche qui me paraît la marche responsable vers de responsable vers un avenir de responsable. Or, pour être responsable, il y a des décisions difficiles, il faut se prendre en charge et la prise en charge devient difficile un peu pour nous. Donc ça donne l'impression que ça ne va pas dans le pays. Pour moi, nous sommes en train de passer la transition pour mieux nous porter parce que nous avons passé tout le temps à nous, parfois ne pas savoir qui nous sommes. Voilà. Parfois ne pas savoir qui nous sommes. Alors, Rétis Dagba, dites-nous, vous êtes au pays. Vous suivez l'actualité liée au dossier Rekia Madougou. Vous avez suivi la sortie médiatique effectuée par le procureur spécial pour la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, Criette. Vous avez suivi également les commentaires dans la presse. Vous avez suivi la sortie médiatique de Modeste Kérékou également. Avec votre parcours, quelle appréciation pouvez-vous nous faire de ce dossier? Disons que moi, j'ai été un peu surpris par tout ce qui a été dit à ce propos. Parce que bon, j'avais vu la candidate Rekia Madougou un peu comme les cheveux sur la soupe, parce que politiquement, au niveau intérieur,
on ne la voyait plus dans les débats intérieurs. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle se retrouve et propulsée comme candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas chose aisée. Bon, maintenant, ce que je n'ai pas bien compris, c'est cette affaire d'agression, terrorisme qui a été exposée. Donc, puisque c'est au niveau de la criette, de la justice, je suppose que ça va être creusé et ensuite on va nous donner assez d'informations pour que chacun puisse se faire une idée. Ce qui est important, c'est qu'il faudrait que chaque Béninois se dise que nous devons chacun de nous œuvrer pour la paix au Bénin. Parce que le progrès économique et le développement intégral n'est possible que dans la paix. Première chose. Deuxième chose est que moi j'aurais souhaité chaque fois que les anciens présidents gardent la sérénité et n'interviennent qu'en cas de force majeure. C'est-à-dire quand il y a un problème important au niveau des anciens présidents et du président actuel, ils se concertent pour dire mais sur tel problème, qu'est-ce que nous pensons? Parce que les anciens présidents, c'est comme un dernier recours au niveau de la société civile. Or, si les anciens présidents viennent souvent dans l'arène, eh bien, leur rôle de dernier recours serait difficile à jouer. Or, ça, c'est important. Ce n'est pas n'importe quel pays qui a des anciens présidents en vie et qui peuvent donner leur avis. Et puis, mais face à ce dossier qui est dans la justice aujourd'hui, est-ce que vous faites partie des citoyens qui ont confiance en l'impartialité de la justice? Oh, moi, je pense que, de toute façon, nos juges sont obligés de faire leur devoir. Parce que les juges ne sont pas politiques. Ils sont pas politiques. Il y a des règles de droit et ils seront obligés d'instruire le dossier, de l'approfondir et de donner leur opinion. Bon, et d'arrêter leur jugement. Parce que on ne voit que Rika Mandougou, mais apparemment, il semble qu'il y a d'autres qui sont aussi en dessous, qui sont dans la collaboration. En détention. Ouais. Et Rika Mandougou est quand même ancien ministre de la République. Et que il est vrai que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des faits qu'on appelle des faits qui sont révélés pendant son exercice en tant que ministre. Bon, c'est des faits après, mais n'empêche que c'est quand même un ancien ministre qui va comparaître. Et je crois que notre justice fera son travail à fond et sortira un verdict qui est à la hauteur et qui a l'honneur de la justice béninoise. À la hauteur de la justice béninoise. Mais dans la foulée, à Capitaine Napoléon Forican, des commentaires ont été effectués tout au long de cette semaine, notamment sur la toile, notamment sur Facebook et sur WhatsApp, où les gens ont appelé quand même à se mobiliser parce qu'ils estiment que Rika Mandougou est victime d'un acharnement politique, elle est victime d'une conspiration politique, pour le dire ici. Je l'ai dit sur un plateau que c'est une solution de facilité que de penser que une institution comme la justice ou bien le gouvernement peut se permettre de priver un citoyen de sa liberté parce qu'on a envie de le faire. Je ne pense pas. Il y a plein de personnes qui sont sur le territoire national qui attaquent le chef de l'État tous les jours, qui ne sont pas de talent, qui sont très durs, très verts par rapport à la gouvernance et qui sont là, qui vont, qui viennent. Et le jour où Mme Mandougou a été interceptée, elle était avec des opposants on a vu le prochain Evof dans ce pays faire le dialogue itinérant du nord au sud, de l'est à l'ouest, dit tout le mal qu'il pense du régime, dit comment il ne veut pas respecter le parrainage. Pourtant, il circule dans le pays. Je ne pense pas que quelqu'un ait un intérêt particulier à priver quelqu'un de liberté. Ça, a priori, je peux être naïf, mais c'est une ligne de conduite que moi j'ai toujours adoptée depuis toujours, et je ne varie pas là-dessus. L'État est sacré, la République est sacrée pour moi, pour qu'on s'amuse avec ces choses. Et c'est la même chose quand j'entends les gens les démocrates. J'ai écouté le ministre, l'ancien GG Tigri, qui est l'un des vice-présidents du parti. Le parti Les Démocrates, oui. Les démocrates, quand ils parlent en bâtiment, habité bien notre collègue Abrica, en bâtillé. Je dis, mais non, quand on a été responsable, on n'utilise pas ce langage-là. Ce n'est pas responsable quand on a été responsable. Un État s'assume. Et quand on a assumé ses hautes fonctions, on ne parle pas comme ça.
on attend des éléments. Le procureur a fait une sortie. Il a dit, Madame Madougou a été appelée parce que son nom a été cité dans un complot visant à attenter à la vie des citoyens. C'est quand même suffisamment clair et grave. Après, dans les enquêtes du genre, il peut y avoir des non-lieux, il peut y avoir des relâches au bénéfice du doute, il peut y avoir des relâches plus simples, il peut y avoir un procès en flagrant délit, comme il peut y avoir une instruction plus longue. Mais on doit faire foi à la justice. On peut lui donner autant d'avocats qu'on veut, on peut aller importer autant d'avocats si on ne sait pas suivre des avocats de ce pays. Mais il faut que la procédure judiciaire soit respectée. Il faut qu'on se convainc qu'on est dans un état où, normalement, les forces doivent rester aux institutions et aux procédures que nous connaissons. Alors moi, le premier choc pour moi, c'est quand les avocats de Madame Madougou commencent à dire ben ça, il y a chasse à l'homme, que c'est des acharnements politiques. Non, ça n'existe pas dans le langage du code pénal, l'acharnement politique. Donc, c'est à eux de chercher le dossier. Est-ce qu'ils ont accès déjà au dossier? S'ils n'ont pas accès au dossier, qu'ils patientent. Ils connaissent la procédure judiciaire. Donc, ils n'ont qu'à faire preuve de professionnalisme en tant qu'avocat pour nous permettre de savoir concrètement les contre-affirmations de la partie Mandougou. Est-ce qu'il connaît le docteur Maman Touré? Est-ce que ce que dit le docteur à sa charge est vrai ou faux? Donc, soit l'enquête va nous permettre, soit les avocats vont essayer de nous le dire. Mais je pense que le peuple a besoin d'avoir des réponses à ces questions-là. Sinon, c'est trop facile que les gens, qu'il y ait des rumeurs, qu'après, bon, comme intérêt personnalité, alors qu'il y a plein de petites gens qui sont dans les prisons, qui sont pris, parce que personne ne se plaint pour eux. Ils ont autant d'une famille comme nous. Ils ont autant de personnes derrière. Donc, chaque citoyen se vaut. Et lorsqu'un cas comme ça arrive, il faudrait que chacun garde son calme, qu'on laisse la justice faire son travail, mais que les gens gardent la veille citoyenne, c'est juste d'accord avec ça, qu'on garde la veille, qu'on suive, que les avocats, que chaque partie joue sa partition pour qu'on ait la manifestation de la vérité. Voilà. Alors, lorsque je me retourne vers vous, Ritis Dagba, au regard des éléments des faits, vous êtes quand même au Bénin, vous suivez l'actualité politique nationale, ce n'est pas aujourd'hui ni hier, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un complot politique derrière Ikia? Non, je ne pense pas qu'il va y avoir un complot politique. De toute façon, nous avons quand même fait 5 ans avec le régime. Et nous avons vu les comportements politiques du régime. De toute façon, je vous dis que gouverner, ça va faire plaisir, c'est être efficace. Il faut se donner un objectif. Bon. Et je sens que les dirigeants actuels se sont donné un objectif. Bien. Maintenant, dans l'exercice du pouvoir, il y a... on ne fera pas plaisir à tout le monde de toute façon. Et l'opposition va jouer son rôle d'opposition et la majorité présidentielle va jouer son rôle de majorité présidentielle. Donc, puisque l'affaire est pendant devant la justice, et nous sommes obligés d'attendre pour que le dossier soit bien étudié et qu'au moment où on va dire, bon, maintenant ce sera au tribunal, eh bien, les avocats vont prendre connaissance du dossier et vont préparer leur défense. Et bon, ce débat-là, ça ne se fait pas à huis clos. Hein? Ça ne se fait pas à huis clos. Donc, ce sera un débat ouvert. Et puis, de toute façon, que ce soit Rigal Madougou, que ce soit les dirigeants pour actuels, c'est des gens qui se connaissent. Il y a ceux qui se connaissent et qui se mesurent. Donc, moi, je crois que bon, on trouvera une solution. De toute façon, si la justice ne trouve pas une solution, eh bien, les politiques vont chercher à trouver une solution. C'est le Bénin fonctionne comme ça. Arrivé à un moment donné, les événements vont dire, bon, écoutez, nous voulons trouver une solution. Est-ce que nous allons continuer comme ceci? Bon, ils vont trouver une solution, ils savent. L'événement là, comment? Je ne veux pas sous-estimer l'événement. Justement, pour trouver une solution, puisque tout à l'heure, Agapit Napoléon Africain a évoqué cela, la conférence de presse animée par le parti Les Démocrates, qui a été menée par l'ancien ministre, l'ancien secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigri, qui continue de marteler que le 5 avril prochain, le mandat constitutionnel de Patrice Talon prend fin. Vous, au regard des éléments des faits, est-ce que vous pensez que le mandat de Patrice Talon prend véritablement fin le 5 avril prochain, lorsqu'on sait que le processus électoral est lancé, est en cours? On a dépassé cette étape-là. Parce que, oui, si on disait le 5 avril et le 6 avril 2016, eh bien, à ce jour-là, on pouvait dire. Mais en temps, il y a eu des dispositions qui sont passées au Parlement
Et l'exercice du pouvoir a été prolongé de quelques jours et pour qu'on organise les élections, afin de faire des économies sur le futur. Donc maintenant, tout le monde sait que bon, les prochaines élections présidentielles auront lieu le 11 avril. Et une fois après ça, nous aurons les résultats. Et quand nous aurons les résultats, s'il y a un second tour, il y aura un second tour. Et après un second tour, bien sûr, on va fixer la date pour la présence de service du nouveau président. Soit c'est l'actuel qui est reconduit, soit c'est un nouveau président. De toute façon, et ça va se faire. Je crois qu'il n'y a pas de problème majeur. Il n'y aura pas de problème majeur. Mais Agapit Mafoika, lorsqu'ils reviennent dessus à chaque moment, est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose se prépare sur le plan politique? Non, il ne peut rien préparer. Moi, je pense que le Parti des démocrates du Chououa nous fait peur et parce qu'ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins, ils ont des problèmes. Ils sont en lambeaux. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de boussole, ils sont perdus. Ils sont perdus. Anciens FCBE, ils ont raté ils ne sont pas allés aux législatives de 2019 parce que, tout simplement, ils se sont mis dans une posture de politique de chaise vide, d'amuser la galerie, de bloquer le système et justement de tout bloquer tout simplement. Hein? On leur a fait, le président Talon et le président Ngwedi leur ont fait la loi dérogatoire. Il y a eu la commission paritaire, je le dis toujours. On attend que Eric Ndete et Gabayaya nous disent pourquoi leur signature a été rejetée. Leur propre signature, ils les ont reniés 24 heures après avoir été rencontré le président du parti, le président Yahi, et qui lui-même est sorti pour dire qu'il faut donner récépissé à tout le monde. C'est là que quand vous l'avez chuté, il faut toujours savoir où est-ce que vous l'avez chuté. C'est là, à partir du moment où Yahi a demandé qu'on donne récépissé à tout le monde, et que les Rondétés ont quitté le comité paritaire, le consensus trouvé par Albert Ngwedi et le comité paritaire pour aller aux lois dérogatoires devant permettre à tout le monde d'aller aux législatives de 2019, le consensus tombe. Et donc, les FCBE sont mis dans les manœuvres dilatoires, violence, bruit et blocage. Et on a connu des situations UBS à l'intérieur du pays. On a vu des situations où des gens ont voulu canaliser le pays, comme on en a connu lors des démonstrations à trois traites. Tout ça, on a vécu. Je pense qu'on ne peut pas continuer. C'est là que, vous voyez, quand ils ont fait ça, des citoyens, des membres du FCBE, qui ont des FIF, qui étaient sûrs d'être élus, beaucoup n'ont pas apprécié cette méthode. Certains ont quitté, il faut aller chercher le récépissé dans le cadre du dialogue politique. Là encore, ça n'a pas fait plaisir aux gens, à ceux qui sont dans les faucons du système, qui ont préféré encore aller au blocage en les taxant de traîtres. Ils sont allés prendre leur récépissé, ils sont allés au dialogue politique. Ça leur a permis donc de donner leur avis. Ils ne sont pas d'accord avec tout, mais au moins ils ont concouru à la révision notamment de la Constitution, la réforme du code électoral. Ils ont contesté certaines choses, mais ils sont dedans. Ils sont allés aux élections communales, ils ont eu quelques mairies, ils sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi on ne pense pas qu'eux, ils constituent une force politique et ils sont classés de l'opposition par ailleurs? Les démocrates, ils ont contesté les textes, ils sont revenus pour créer leur parti avec les mêmes textes qu'ils ont contestés. Ils déposent un duo à l'élection présidentielle, donc dans le cadre du respect de la Constitution révisée, ils payent la caution dans le cadre de la réforme du code électoral et ils refusent maintenant de déroger à la logique de parrainage. Et là encore, leur candidat, Mme Madougou, dit qu'elle est la tentée. Pendant que leur président dit que non, eux ne veulent pas. Donc, c'est pour étaler leur incohérence sur le temps et montrer que finalement, c'est eux qui ne savent pas où ils vont. Le même jour de dépôt de candidature, de 4, où ils ont désigné leur duo, le Azadassou, qui est un de leurs vice-présidents, dit, en tout cas, nous, on va déposer la candidature, le duo et la caution, pas de parrainage. On va prendre de peu de témoins. Eric Ndede dit, si on nous donne, on refuse. Madame Madougou dit, moi j'ai tenté, j'ai pas eu, on a bloqué les députés, j'ai les captures d'écran. Devant la Cour constitutionnelle, elle n'a pas été en mesure de montrer les captures d'écran. Ses avocats n'ont pas été en mesure. Non seulement ça, mais ils ont encore dit, elle aurait pu avoir 34 députés, 34 parrainages. Donc, ça veut dire qu'elle a tenté, elle n'a pas eu. Donc son dossier de candidature n'est pas validé. Si le parti a tenté, d'aller aux élections, elle n'a pas été retenu, pourquoi il pense que, alors que l'élection doit avoir lieu le 11 avril,
s'ils étaient qualifiés là, ils n'allaient pas aller aux élections le 11 avril. Et qu'est-ce qui allait se passer le 5? C'est pour dire que quand vous faites le point de tout ça, ils ne savent pas où ils sont. Ils vacillent, ils disent la même chose, ils sont contraires. Ils déboussolent leurs militants. Ils sont en roue libre. Il faut qu'ils reviennent vraiment à des proportions normales. Ils ont en leur sein des militants sérieux. Irénée Agossa, au moment où Mme Ndougou dit, moi, je cherchais des trucs à Niamey et à Lomé, alors qu'elle n'était même pas candidat, personne ne la connaissait au parti à l'époque. Irénée Agossa a dit au parti, moi, je cherche, je peux trouver les parrainages. Mais ils n'ont pas tenu compte Après, ils l'ont suspendu avec le vice-président qu'il a pris comme candidat titulaire. Alors, donc, tout ça, ça manque de logique. L'autre peut aller à la recherche des parrainages. L'autre qui demande, il dit que lui peut le faire, on le sort. Et puis après, on se retrouve dans une situation. Et pourtant, les deux là, que ce soit Koué ou que ce soit Agossa, ils se continuent d'être du Parti des démocrates. Puis le Parti des démocrates ne les a pas exclus. Ils ont été suspendus. Sauf si je parle mal le français. Mais suspendu ne veut pas dire exclu. Donc, on suspend, donc on peut remettre. Voilà, donc, jusqu'à présent, ils ont un duo, même si ce n'est pas le duo officiel, mais le parti a des militants qui sont candidats. Alors, donc, est-ce qu'on peut, quand c'est comme ça, dire que le 5 prochain, il y a vide, il n'y a pas vide? Celui qui est là reste là, à dire la constitution révisée, jusqu'au moment où le nouveau prend fonction. Et le nouveau prend fonction le 4e dimanche du mois de mai. Je pense que ça, il faut qu'on dépasse ce niveau-là de débat. Et que ceux qui sont proches du parti ou du président Yahi, et tout à l'heure, le doyen parlait des sorties des anciens présidents, le président Yahi ou le président Taï et Tsoglo, ceux qui sont proches de nos cas, les demander que c'est eux qui ont la balle en main. En fait, c'est pas celui qui est aux affaires. Celui qui est aux affaires, lui, il joue. Lui, il est constamment, vous ne pouvez pas danser et vous voir danser. Donc, c'est eux qui ont fait la fonction avant, qui devront l'aider. Et même s'ils ne les écoutent pas, c'est normal. Ils ne peuvent pas tous écouter, sinon ce serait eux qui dirigeraient à sa place. Ils n'ont qu'à jouer leur rôle. Ils étaient là. C'est une chance et une grâce pour eux. Mais j'ai l'impression qu'ils se comportent comme si on ne les écoute pas, il faut que le navire coule. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, Franchir Itis Dagba, on peut, pour résumer, Agapina Plemon-Forican, que l'opposition navigue à vue, il n'y a pas de cohérence dans sa démarche. Pas l'opposition, les démocrates. Les démocrates, j'allais dire, oui. Pardonnez-moi, c'est les démocrates, puisqu'ils vont déposer les dossiers de candidature pour une élection le 11 avril, mais dans le même temps, ils disent que l'actuel président son mandat doit prendre fin le 5 avril. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dites-nous quels commentaires vous pouvez nous faire sur l'animation de l'opposition politique au régime Talon. Non, l'affaire de 5 avril et 11 avril, là, dire que si vous déposez le dossier de candidature, c'est que vous êtes d'accord pour que les élections aient le 11 avril. Donc, vous êtes d'accord que le président continue son mandat jusqu'à ce que on finisse les élections. Ça, c'est clair. Si quelqu'un n'est pas d'accord sur ça, il manque de cohérence ou c'est de l'amateurisme politique. De toute façon, parce que, il faut se dire, hein, tant qu'on n'est pas à la tâche, on pense que bon, rien ne va. Non. Il faut pouvoir, quand on n'est pas à la tâche, dire ce qui va, ça va. Ce qui ne va pas, ça ne va pas. Il y a des points sur le point économique. Moi, je dis non. Ce point-là, je reproche, je dis que ça ne va pas. Par exemple, je peux dire au niveau économique que le recours constant au marché financier pour financer des travaux d'infrastructure qui relèvent du long terme, oui, ça, c'est un peu risqué. Parce qu'il faut retrouver les ressources pour rembourser. Or, rembourser les ressources à court terme, c'est immédiat. Donc, il faut trouver des ressources à moyen et long terme pour financer les infrastructures. Moi, je suis très content de passer dans Cotonou, je ne suis pas sur les voies bituminées maintenant, je roule normalement, je suis content. Mais si je sais que, bon, après, peut-être dans 10 ans, 15 ans, les gens vont faire pression sur nous pour le rembourser en un temps très court, eh bien, on sera tous acculés. De toute façon, il faudrait faire des prélèvements internes, donc c'est les impôts qui vont augmenter tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, quel que soit celui qui est là, puisque c'est assurer la crédibilité extérieure du Bénin et sur la place financière. Et ça, il faut trouver des ressources. Donc, si les débats rentrent sur ce terrain-là, je dirais des trucs où j'approuve aussi le régime et des trucs sur lesquels je dis il y a des réserves, parce que bon, et c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des anciens présidents. Que pensez-vous des comportements, pour être beaucoup plus direct, des comportements des anciens présidents Thomas Bouniayi et Nicéphore Dionisoglo dans le débat politique actuel au Bénin? Oui, ça, je l'ai redit là. J'ai dit que, de mon point de vue, ils sortent trop.
C'est-à-dire, moi, j'aurais préféré que ces gens qui restent sages dans leur position et attendent les problèmes les plus compliqués et on les sollicitera de toute façon. Parce que c'est un problème d'expérience aussi. On les sollicitera pour dire, ah, mais écoute, on est confronté à telle situation. Et c'était comme du temps de l'ancien président Kérékou, il arrive des moments où il sollicite le président Zissou sur des problèmes, le président Soglo, ils ont sollicité le président Zissou. Et il intervient pour dire, oui, ça, on ne fait pas comme ça, on va faire comme ça. Et puis, on trouve une solution de consensus. Le Bénin est un pays qui ne gère pas consensus, de toute façon. Le Bénin est un pays qui ne gère pas consensus. Et quand il y a des problèmes, on laisse un temps et puis après on dit non, nous n'irons pas dans le mur, trouvons la solution intermédiaire pour avancer. Donc, ça c'est très important. Donc, moi je dis, bon, d'autres vues, bon, les anciens présidents, ils sont anciens présidents, à ce titre-là, nous sommes obligés de les respecter. Bon, mais s'ils sortent trop, ils vont perdre toute la crédibilité qu'ils ont eue et on va commencer à dire, ben non, mais on les oublie. Mais on ne peut pas les oublier parce que c'est quand même, ne serait-ce que le droit d'aînesse fait que, bon, on est obligé de tenir compte d'eux. On est obligé de tenir compte d'eux. Alors, à Capitaine Mafoïka, on va évoluer un peu dans le débat. Alors, lorsque l'on parle d'élection présidentielle, c'est le moment où on fait le bilan de la gouvernance du régime en cours pour voir un peu est-ce qu'il faut donner carte blanche encore au système de continuer ou peut-être on lui arrache peut-être ce sésame-là de pouvoir se réinstaller encore pour 5 nouvelles années. Mais dites-nous, Capitaine Mafoïka, qu'est-ce qui, selon vous, doit réconforter l'administration Talon? Est-ce qu'il y a des prouesses qui ont été réalisées depuis avril 2016 qui quand même permettent aux populations sans embâche de faire élire Patrice Talon? Oui, juste un petit mot sur les anciens présidents. Non seulement ils sortent trop, mais quand même, il y a des propos qu'on ne peut pas dire. Je pense que les dernières sorties du président Soglo sont à bannir. Il faut les sortir. Normalement, il devrait retirer ces propos. Ailleurs, on va lui demander de retirer. Un ancien ne peut pas faire ça. Un aîné, un sage, un ancien président, un octogénaire, je pense il y a plein, il ne peut pas, ne doit pas. Donc, ça, je vais le redire autant. Mais je pense que, avec toute la considération qu'on lui passe, moi, je me présente Soglo. Moi, j'aime bien l'homme, il avait son humour, sa culture, beaucoup de choses. Et disons, son humilité parfois, parce que quand il vous appelle, il appelle tous ceux qui peuvent appeler, hein, les journalistes, les cadres, il peut discuter avec vous pendant du temps. Moi, je trouve que très peu d'hommes d'État arrivent à le faire. Et le fait, ils donnent leur position. Et il est d'une grande culture que moi j'apprécie. Mais après ça, tu dois savoir être responsable. Et ça, il n'a pas réussi depuis quand il est haut de l'affaire. Il n'a pas réussi de 91 à 96. Il n'a pas réussi à la mairie de Cotonou. Et au soir, carrément de la vie, il ne le réussit pas. C'est pas une bonne chose. Moi, je pense que à cet âge, il faut qu'il laisse des choses essentielles. Moi, je garde le président Zinsou, les dernières minutes du président, les dernières heures du président Zinsou, sa sortie avec le président Kérékou pour demander qu'on aille voter en 2011, alors que le pays était en feu, pour presque. Les gens étaient dehors, les masses sortaient dans Cotonou, Porte-Novo pour pouvoir protester contre la lépie. Mais il a fallu la sortie de Soglo, de Zinsou et de Kérékou. Et donc, ces présidents-là ne sortent, comme le disait Doyen Dagba, ces présidents ne sortent qu'en ce moment-là précis. Et ils ont dit aux gens de sortir, d'aller se réinscrire pour ceux qui veulent encore, et d'aller voter le dimanche prochain. C'était ça, leur dernier message. En tout cas, ce que j'ai eu, notamment du président Zissou. Le président Kérékou, idem. Le président Kérékou ne sortait pas en temps et à travers. Et même s'il n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, il avait de petites quinquaines d'humour, et après il passe à autre chose. Moi, je pense qu'on ne demande pas au président Soglo ou Yahi d'être Kérékou ou Zissou. Mais il faut qu'ils encadrent la fonction. Il faut regarder dans le monde entier les anciens présidents de la République. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils peuvent donner un avis. Ils peuvent aller donner des conférences et profiter pour faire quelques petites flèches. Ouais, tout à l'heure, le doyen dit, quand c'est dans l'économie, là, moi, il y a des choses que c'est sûr que même si des aspects de la gouvernance qui peuvent reprocher des choses à leur successeur et le dire de manière habile, de manière responsable. De manière élégante. Mais après, mais quand c'est injurié comme ça là, mais que non, ce n'est pas dans nos traditions. Moi, je pense que le président Soglo doit être appelé à retirer ça. Cela dit, on revient. Pour le président... Avant de vous laisser parler de la gestion de talent, je vais demander peut-être
à Francis Riti s'il a un mot à dire par rapport à la dernière sortie du président Soglo? Oui, non, ce que moi j'ai dit, moi, si j'avais Il a été très dur, c'est vrai que je n'ai pas voulu non, être spécifique par rapport à ça, il a ouais, été très dur. non, En citant des noms, en les traitant non, de c'est voleurs, pas sorti. de C'est pas criminels. sorti. Parce que dès que tu sors, bon, il y a lui-même, et puis les gens lui font des petits papiers, bon, il est lancé, et puis il parle, et puis bon, non, et quand vous parlez lors d'une conférence de presse ou vous donnez une interview, vous êtes obligé de faire attention. Il faut. Non, et puis, bon, le président Soglo, c'est le président Soglo quand même. Tu vois, s'il commet des impairs, par exemple, ça le gêne tous. On dit, ah non, quand même, c'est notre ancien président. Ça, même, je crois que ça va gêner l'actuel président aussi. Parce qu'il va dire, ah, mais comment, c'est mon aîné, bon, comment je vais dire. Non. Donc, moi, je souhaite que, que les gens fassent plus attention et que, bon, on a le temps. On a le temps et pour que on soit des sages à qui on a recours. Je vais même aller plus loin. Vous savez, moi, quand je regarde les gens autour de nos chefs d'État, moi, quand je vois le ministre Tigri parler, la Jatassou, tout ça, là, je me dis, mais c'est à eux qu'incombe la plus grosse responsabilité. Nous avons travaillé, on a resté autour du président Yahi. Moi, j'ai vu Yahi travailler, je suis resté un peu à la cellule de communication, je connais. Mais il a fait de son mieux, il n'a peut-être pas eu tous les résultats. Mais ce n'est qu'un homme, il a fait. Vous prenez une œuvre humaine, vous allez voir les succès, vous allez voir les échecs. Tout au moins, il y a eu tentative, il y a eu au moins des efforts, il y a eu des diagnostics, il y a des analyses. Mais il peut dire ça, c'est son bilan, lui, il ne peut pas. Donc, il ne faut pas qu'on pense que l'autre doit être à sa manière. Et donc, c'est, à mon avis, c'est les gens autour là qui doivent canaliser le chef. Les gourous là, pourquoi ils ont quelqu'un qui essaie de les canaliser? C'est des divinités sacrées. Et pourtant, ils ont des gens qui n'ont pas cette divinité-là. Ils ont droit. Pourquoi les grands patrons ont des conseillers spéciaux, des conseillers techniques? C'est eux les chefs, mais ils ont des conseillers. Vous pensez que le gars qu'on a élu, qui nomme un autre conseiller. Mais quelqu'un dit, mais c'est moi qui vous conseille ou c'est vous qui me conseillez? Mais justement, c'est parce que vous ne pouvez pas tout faire au même moment. Donc, ils ont besoin des maléoras, comme des gens qui doivent les canaliser. Ils ne doivent pas aller n'importe où. Le protocole, c'est à quoi? Un protocole, parfois le chef d'État, je me rappelle quand Jacques Chirac est venu ici, il a monté sur Xémi un jour, mais c'était branle-bas dans les services de sécurité. Parce que il a mis le protocole dans tous les États. Le protocole vous canalise. Parfois, quand vous allez dans le bain de foule, parfois on vous ramène. Pas parce que vous êtes un enfant, parce que vous avez une fonction, vous avez une stature, vous avez une posture. Et donc, il faut que les anciens présidents là, que ceux qui sont autour d'eux, travaillent, pas être des zélés, oui, mais être de véritables responsables. Parce que leur rôle, encore, nous qui n'avons pas été aux affaires, on peut se permettre des choses. Et nous, c'est à notre nom. Mais eux, comme je dis, mais c'est quand même notre ancien président qui parle. Ils sont différents. Donc, c'est important. Ceux qui sont autour là, moi, je pense que je vais les interpeller. Ils n'ont qu'à faire un peu d'effort. Parfois, même s'il faut les bloquer à la maison, il faut les bloquer à la maison. Ça, c'est quand les deux ne partagent pas la même vision. Non. Le même radicalisme. Non. Même s'ils partagent les mêmes visions, juste 30 secondes. Même s'ils partagent les mêmes, même si un ancien chef d'État sort tout le temps pour soutenir celui qui est là, il n'en a pas besoin non plus. Il va être de trop. Vous savez, un ancien ne sort pas tout le temps. On ne sort pas son fétiche tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des Ouettarous là, les moments où on fait les sacrifices, on sort les divinités. Mais vous ne pouvez pas tout le temps sortir, sinon ça va devenir banal. Le sage ne sort pas tout le temps. L'ancien président ne peut pas faire des sorties tout le temps. Voilà. Alors, par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, je suis de plusieurs générations. J'ai grandi sur le PAPB. J'ai connu mon âge adulte avec le renouveau démocratique. Et puis, j'ai pesté contre le système pendant 30 ans. Étudiant, journaliste, mais 20 ans de carrière, j'ai pesté contre le système. Un système sans boussole. Un système sans idéal. Un système de compromission. Où vous ne pouvez pas aller aux élections, être sûr. De 90 à 94, on a créé SEDA. On a fait 2 élections. On a fait un référendum, élection législative, élection présidentielle. On a dit non, le ministère de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections. On crée la SEDA. Deuxième élection de la SEDA, crise.
on installe, la Cour constitutionnelle n'était même pas encore installée que la crise autour de la Cour constitutionnelle a commencé. Et à chaque fois, on conteste toujours la manière dont la Cour a été installée. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà dit quelque part. En 93, Moïse de Souza a fini par démissionner. Moi, c'est samedi 13, vous savez, hein, ça fait 21 ans, 22 ans que mon est parti. C'est paix à son âme. C'est une personnalité immense. Immense. Et c'est grâce à lui que on a mis le doigt sur la plaie. Et le président Soglo a été obligé d'installer la Cour constitutionnelle en 93. Donc, nous avons une crise d'institution depuis le départ. Et ça a continué jusqu'en 2016. 2017. 2017, pourquoi la révision de la Constitution, le projet n'a pas marché? Demandez à n'importe qui, ils ne vous diront pas les raisons pour lesquelles ils ont rejeté. Tout simplement parce que le président Talon qui vient, qui n'est pas un homme politique, enfin encore qu'il s'en révèle un redoutable, hein, mais quand il venait, on ne le voyait pas. Et il a dit des choses crues. Quand le chef veut chercher un second mandat, là, les postures dans lesquelles on se met pour chercher un second mandat, il a dit, on a vu faire. On a vu faire Soglo et Yahi. Donc, on connaît comment il faut faire pour avoir un second mandat. Alors, lui dit non, un mandat pour qu'il se concentre. Moi, je ne suis pas partisan de mandat. Je ne suis pas du tout partisan de mandat. Mais c'était cohérent, le débat, le message. Et donc, moi, j'ai mis sur ma page Facebook, c'est encore là, que j'aurais voté si moi j'étais député. Mais il se fait que les gens ont rejeté. Alors, mais en réalité, ils ont rejeté. Pourquoi? Parce que on est dans l'ancienne posture où il faut bloquer. Aujourd'hui, on revient où? Il se plaint pour dire, il faut qu'il respecte sa parole. Donc, ça c'est au niveau donc de la réforme politique. Il a dit, nouveau départ. Nous avons voulu changement en 2006. La réforme politique, elles ont amené un progrès? On a dit changement en 2006. Le changement n'a pas marché. Il a dit, il faut qu'on aille aux valeurs éthiques, morales et spirituelles, refondation. La refondation n'a pas marché. Talon dit, nouveau départ. Il vient avec le même projet presque de réforme que Yahi avait voulu faire, mais qu'il a échoué. Lui vient avec la révision de la Constitution a échoué. Il fonctionne avec la réforme politique, avec des séminaires participatifs. Les gens étaient invités. Donc le code électoral comme la charte des partis politiques ont été révisés presque de manière consensuelle. Même le vote à l'Assemblée l'a démontré. Mais après, dans la mise en œuvre, nos vieux démons sont revenus. Comme on ne trouve pas nos comptes, comme on n'explique pas le temps, on va bloquer tout. Donc, pour globalement les 50 présidents Talon ont été des 50 d'entreprises. Des 5 ans, il a beaucoup entrepris. Il a beaucoup entrepris, il a beaucoup réformé, il a beaucoup changé. Il a changé le discours, le discours mental, le discours mental, notre discours mental. Il a fait de la révolution sans le dire. Des choses qu'on croyait impossibles, il a changé. Après, regardez, il est arrivé, il a changé les chefs de lieu. En même temps, il nomme les préfets. Ce que Kérékou n'a pas pu faire, ce que 10 ans de Yahi n'a pas fait. Quand même. On a mis de l'ordre dans le pays. Je vous reviens. Maintenant, oui, je vais finir. On va permettre à Arrêtis rapidement de si, je vais finir. Et il a mis de l'ordre. Mais c'est justement dans cet ordre que les mécontentements sont, c'est quand on met l'ordre qu'il y a des mécontentements, et c'est ça, peut-être de ça qu'on peut parler. C'est parce qu'il n'est pas resté oisif, inactif, qu'on a l'impression qu'il y a des mécontentements. C'est dans l'action qu'on crée les mécontents. Merci voilà. À vous. Franchi récit, là-bas. Qu'est-ce qui vous a plu sous les 5 ans de Patrice Talon? Qu'est-ce qui vous a déplu? Bon, qu'est-ce qui m'a plu? J'ai vu qu'au niveau du développement global du pays, il y a un point qui est important, qui est visible, c'est les grandes infrastructures. Il y a du grands travaux. Ça, c'est très important. Cotonou, par exemple, et celui qui connaît Cotonou il y a 10 ans et celui qui voit Cotonou aujourd'hui, va dire, quelque chose a changé de fondamental. Ouais, beaucoup de voies. Est-ce que c'est exclusivement à Cotonou seul que vous avez Non. C'est presque tout le territoire national. Hein. Mais Cotonou, c'est parce que, bon, moi, je viens à Cotonou tous les jours. Donc, quand je parle de Cotonou, c'est Cotonou que je connais le plus. Sinon, à l'intérieur du pays, des travaux étaient faits. Même si vous prenez la voie, maintenant, vous quittez Alada et passez par Tori pour venir à Cotonou, vous verrez que beaucoup de choses ont été faites. Ce plan-là, beaucoup de fait. Et il y a eu l'organisation aussi au niveau des réformes économiques. Et sur le système financier aussi, il y a eu des au niveau politique, il y a eu des débats. Et puisque les débats politiques sont déjà plus difficiles,
eh bien, il y a d'autres intérêts qui jouent. Bon, lorsque les intérêts sont en jeu au Bénin, plus personne ne va être serein. Bon, plus les gens vont être sereins, eh bien, j'ai dit tout à l'heure, au début, que gouverner, c'est pas faire plaisir, c'est être efficace. Bon, on a travaillé sur ces partisans. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où il y a 2 grands partis, même si c'est des partis qui sont pour le moment sur la majorité présidentielle, mais rien ne dit que ces partis qui ont été sur la majorité présidentielle vont rester tout le temps sur la majorité présidentielle. Parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en 2021 et bon, le courant est assez fort, apparemment, il doit y avoir une continuité, je le pense. Mais en 2026, c'est pas sûr. Les gens vont chercher à faire la relève. Et quand ils ont fait la relève, et bon, eh bien, les gens vont politiquement se donner des coups. Mais sur le plan des réformes politiques, pour vous qui avez été candidat à l'élection présidentielle 2001, est-ce que vous pensez que ces réformes politiques ont apporté une plus-value, je dirais, ont assaini, si je peux le dire ainsi, le paysage politique béninois? Oui, c'est-à-dire, tout dépend. Mais lorsqu'on voit, par exemple, que nous ne tournons pas bien avec le multipartisme intégral et que nous avons voulu resserrer, parce qu'au début, lorsqu'on a voulu resserrer, on était parti pour dire qu'on se disait qu'on va avoir 3 grands partis, 4 grands partis. Mais c'est parce qu'il y a une non-participation d'un certain nombre de partis qui se réclament de l'opposition, qui n'ont pas joué le jeu à fond. C'est ça qui a fait que, bon, on s'est retrouvé avec l'UP et l'UBR. Et bon, et c'est les derniers partis qui ont eu leur récépissé pour qui équilibrent un peu. Mais il y a une force politique au niveau national. Après, quand vous avez vu lors de l'élection communale, on a vu que le jeu, les gens ont voté. Et même si des clauses de 10% fait que, bon, ce n'est pas toujours les mêmes, et ceux qui doivent être à la mairie sont venus à la mairie, mais on sent qu'il y a une force politique qui est dans le pays. Et je crois que le gouvernement actuel en tient compte. Je crois que la manière dont le gouvernement a fonctionné, et ça c'est mon avis personnel, a fonctionné dans les 5 ans, le gouvernement ne fonctionnera pas de la même manière dans les 5 ans prochaines à venir. Vous allez voir que, bon, les choses vont être beaucoup temporisées, et puis, bon, moi j'ai l'impression que il y a des efforts en matière d'emploi aussi. Par exemple, quand je vois, je me dis, ah, mais vous avez un PC, vous vous inscrivez et que, bon, on peut réagir. Moi, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord qu'on a moins de concours avec des fraudes. Il y a un temps où, bon, quand on dit concours, là, les enfants de pauvres se disent que non, il n'y a rien. Que ceux qui vont réussir sont diaconis. Maintenant, il n'y a plus ça. S'il y a concours, tu te prépares, tu vas au concours. Par exemple, on a eu un débat sur les examens nationaux pour les universités privées. Ça a été résolu. Et les étudiants ne se plaignent plus maintenant, ils sont contents d'avoir un diplôme national reconnu comme les diplômes de l'Université d'Abou Calavi, de l'Université de Parakou. Donc ces trucs-là, c'est des trucs qui sont à l'actif du régime actuel. Ce que moi, je pourrais demander, si on me demandait mon avis, c'est d'ouvrir, pas au moins le dialogue un peu, parce que bon, les Béninois, ils aiment discuter avec le chef d'État, ils aiment discuter avec lui. Bon, je crois que c'est pas parce que... Une tournée nationale a été effectuée par le président de la République récemment. Oui, ouais. Oui, c'est une tournée bilan que le chef d'État a fait. Une tournée bilan. Bilan que le chef d'État a fait. Il a circulé dans le pays, il a présenté, il a dit ce qu'il peut refaire si, et toutefois, on lui permettait de continuer. Et je crois que nous aurons... moi, je suis en train de voir à partir de juin, le premier second semestre 2021, nous allons discuter beaucoup plus des ajustements politiques à faire. Mais à vous entendre, vous avez relu Patrice Talon, apparemment. Non, moi je suis politique. Je suis convaincu à l'heure actuelle qu'il n'y a pas un autre jeu. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper. Se dire qu'un autre va venir comme ça maintenant pour être candidat, pour être président, je ne crois pas. Donc les 3 duos, comme vous voyez les 3 duos là, vous voyez que le duo... Non, les 3 duos, bon, ils auront à voir. Moi, je leur donne à peu près 15% les 2 autres. Et puis bon, le nouveau président sera élu.
Le nouveau président sera élu. Je reviens dans un instant pour voir un peu ce qui ne vous a pas plu pendant ces 5 dernières années et quelles sont vos perspectives. Mais à Capitaine Mofo, quand vous étiez tout à l'heure de parler de mécontentement, de quoi s'agit-il? Non, ce que vous savez, ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas. Quand vous l'entendez déjà, ça ne va pas. M. Dagba a été dans l'Observatoire chrétien. J'ai lu il y a quelques mois encore leur sortie qui ne m'a pas plu du tout parce que j'estimais que l'Observatoire devait faire son travail pour le clergé ou bien pour la conférence, pour l'aumônerie, mais pas pour faire des sorties tonitruantes pour perturber l'équilibre social. Ça, c'était ma lecture des choses, par exemple. Mais ça ne va pas. Non, ça va dans le pays. Ça va, c'est dans l'action, comme je l'ai dit. C'est quand il y a action que, vous savez, le débat que nous faisons, pourquoi c'est plus... Parce que M. Dagba, il est politique et il n'est plus trop engagé dans la... Je pense qu'il prend les choses avec la hauteur. C'était un homme clivant, il allait raisonner différemment, sans doute, selon qu'il soit dans l'opposition ou qu'il soit dans le pouvoir. Là, aujourd'hui, j'ai en face quelqu'un qui a fait son expérience, qui a ses expériences techniques, qu'il a tout à l'heure en parlant des emprunts que nous faisons, ou bien des financements de nos projets. Il a dit, sans doute, il a d'autres choses à dire. C'est pour dire que une analyse objective de la situation du pays, c'est que c'est d'une renaissance que le Bénin a réussi à gagner depuis 2016. Et moi, j'appelle ça une révolution. Une révolution positive et progressiste qui produit le Bénin dans le développement durable. Mais c'est dans ça, vous savez, le changement, j'ai étudié le changement. Et dans la première chose qu'on vous apprend dans le changement, c'est de faire votre coalition contre les résistants. Parce que la première étape dans un processus de changement, c'est la coalition. Si vous ne créez pas une coalition, les résistants vont empêcher le changement d'aller. La révolution de 72, c'était la même chose. C'était la même chose. Quand Kérékou est arrivé, les militaires, il y avait une émulation, une saine émulation. Les jeunesses progressistes, les jeunesses unies de Dahomey, les forces du Nord, les gens étaient heureux. Et on a mis commission technique ici, commission temporaire spéciale là-bas, on a tenté. Et puis après, les intérêts ont commencé par rentrer dedans. L'agression de 77, c'est ça, c'est les mécontents. C'est les gens qui ne se retrouvent pas dans le système. Et c'est la même chose de manière continue. Quand Soglo est venu en 90, même chose. Les gens des autres mis de côté ne sont pas contents. Lui-même n'avait pas le langage pour les garder. Pire, il fait un discours qui dit que bon, voilà, si vous ne me rejoignez pas, vous êtes contre moi. Le discours de Goro de 94, qui a clivé la scène et qui a propulsé son départ en 96. Même chose quand Yahi est arrivé. C'est dit quoi? Yahi, lui, il a voulu travailler. Mais quand il va un peu devant, il voit que il va derrière. Il va derrière et donc du coup, beaucoup d'intentions, très peu de réalisation. Moi, je me rappelle quand il a été réélu en 2016, en 2011, au Cao, premier tour. C'est impossible. Vous l'avez pris 70 députés. Vous êtes élu au premier tour. C'est dans la première fois dans le pays. Avec une liste électorale dont tout le monde a rêvé, que personne n'avait utilisé. Et que vous l'avez. Mais vous planez. Mais comment vous gérez ça? Comment vous gérez ça? Ça n'a pas été bien géré. Et donc, les résultats n'ont plus... Parce que le président ne voulait pas de mécontents. Et pourtant, il y en avait. Et lui-même, il criait, non, il faut rester à la loi. Je pense que le président Talon a une chance terrible. Il parle très peu et il agit beaucoup. Il y a des mécontents, vous m'avez demandé. Oui, les mécontents, c'est d'abord ceux qui n'ont pas voulu, c'est la pratique ancienne. Vous avez un dossier derrière, pendant la justice, vous ne voulez pas répondre de la loi, vous quittez le pays. Ça, les gens sont dehors, on les appelle des exilés. Moi, je voudrais que les Béninois rentrent chez eux. C'est normal. Mais il faut qu'ils soient en mesure de vouloir répondre de ce qu'on leur reproche devant nos juridictions. Nous devons respecter notre vivre ensemble. La République, je l'ai dit, pour moi est sacrée. Donc nos institutions sont sacrées. On peut pas être d'accord. Moi-même, il m'est arrivé de ne pas être toujours d'accord avec nos institutions. Il m'arrive même de le dire. Mais je ne les affronte pas. Je suis citoyen, responsable. Donc, qui rentre? Je suis un peu d'avis que le président Talon, une fois la présidentielle terminée, doit ramener la balle un peu plus à terre. Il ne pourrait jamais réussir les changements, les réformes, s'il jouait à la compromission habituelle. Mais aujourd'hui, il a gagné beaucoup de choses. Il a déjà mis la balle à un niveau donné. On a 15 partis. Je suis sûr que les 15 partis qu'on a là, s'ils ne se retrouvent pas aux élections, il y en a qui vont disparaître progressivement. Donc, beaucoup de choses ont été au niveau de la corruption. La criette aujourd'hui est une réalité. On l'a combattu aujourd'hui. Bref, maintenant, il faut qu'il redonne à nouveau la parole
à un certain nombre de personnalités pour le pacte républicain. Il nous faut un nouveau pacte républicain, mais sur la base, pas de la compromission de la conférence de 90 où l'État était à terre, mais c'est sur la base responsable, un peu comme le dialogue de 2019. Il faut l'ouvrir, sans doute, et ou à des personnalités politiques, pas nécessairement aux partis politiques, mais à des personnalités politiques, des anciens, moi je suis pas pour société civile, tout ça là, ça, ils n'ont qu'à faire autre chose, mais les personnalités politiques, des courants qui ont des choses, en tout cas, ceux qui sont politiques et ont envie de parler politique, des universités qui veulent apporter des éléments scientifiquement politiques, ils peuvent les faire venir et ouvrir un débat qui peut nourrir déjà les réformes en cours. Et avoir un nouveau pacte politique. Et là, maintenant, dire que c'est le dernier. Je pense qu'on peut trouver de bons médiateurs qui peuvent aider à ça. Moi, je crois, comme le doyen d'abord pense, que le deuxième quinquennat du président Talon, que je souhaite aussi, que ce deuxième quinquennat a besoin de ça, a besoin de ce tempo-là, pour que nous puissions, pour qu'ils puissent passer la main en 2026 dans des conditions beaucoup plus sereines. Alors, franchir Idriss Dagba, qu'est-ce qui ne vous a pas plu en ces 5 ans? Disons, j'ai l'impression que, par moment, il y a des faiblesses dans le dialogue. Ça, je regrette et j'aurais souhaité qu'on le voit un peu plus. Au niveau politique, c'est ce que je trouve surtout, ce qui ne m'a pas plu, c'est les faiblesses dans le dialogue. Au niveau économique, j'ai l'impression que voulant aller très vite dans la politique des infrastructures, je ne suis pas sûr que nous maîtrisons notre taux d'endettement comme il le faudrait. Donc, le problème, c'est de pouvoir gérer les dettes à court terme et face à nos ressources internes et de voir, parce qu'au niveau extérieur, on a toujours une crédibilité extérieure, parce que quand nous allons sur les marchés, on arrive à toujours mobiliser. Donc ça suppose que nous avons une crédibilité. Mais en tant qu'économiste principal, que pensez-vous des différentes notations dont ont bénéficié le Bénin ces dernières années? Vous savez, puis c'est des trucs de consensus. Je crois que c'est des notations objectives. Mais est-ce que sur le plan économique, le Bénin se porte mieux selon vous? Globalement, oui. Bon, il est vrai que quand tu circules avec les gens, certains se plaignent pour dire que l'argent ne circule pas comme il faut. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, selon vous? Non, c'est parce que les acteurs économiques ne sont plus les mêmes. Quand les acteurs économiques ne sont plus les mêmes, si moi j'ai une plus d'entreprise, je ne veux pas attendre à avoir des rentrées, puisque personne ne distribue. Donc ça c'est clair. Donc, moi je crois que au fait, on a fait un forcing sur les 5 ans, et moi si j'étais chef d'État, j'allais faire aussi ça. Peut-être j'allais faire beaucoup plus même. Beaucoup plus. Bon, mais maintenant, c'est comme je le disais, nous allons vers 5 prochaines années où on va temporiser pour revoir une chose, pour voir un consensus, pour négocier, parce que de toute façon, on est mieux assis. Et ça, c'est important en politique. Quand tu es bien assis, tu veux dialoguer. Exactement. Mais quand tu n'es pas bien assis, écoute, tu fais un peu plus doucement. Tu es denté comme Mathieu Kérékou en 90. Nous sommes à la fin de cette émission. Quelles sont vos espérances pour le scrutin présidentiel en cours au Bénin, lorsque l'on sait que, au-delà de tout ce qu'on a eu à dire ici, il y a des langues qui continuent d'appeler quand même à la révolte, qui appellent quand même à la résistance. Qu'est-ce que vous espérez pour le bon déroulement de ce scrutin présidentiel? Écoutez, je ne sais pas contre si les gens veulent le résister contre la République. Normalement, la République doit les maîtriser. Ça, c'est une évidence. Pour moi, je suis partisan d'une solution républicaine. Je suis, comme je vous l'ai dit, je suis régalien, je suis dans l'État. Je respecte les institutions et je pense que nous sommes 3. Vous l'avez pu diriger ce débat parce que nous avons un consensus. On s'est entendu sur ce mécanisme, vous êtes notre plus jeune. Et vous avez posé des questions, c'est vous qui arrachez la parole. Donc, c'est ça la vie, le vivre ensemble. On s'entend sur le principe et chacun respecte la règle du jeu. Ouais, le doyen est venu, mais plus tôt que moi.
Et il a attendu. Ah, c'est mon aîné. Donc, il a dit, mais quand même, le petit, là, il manque de sérieux. Non, c'est ça le vivre ensemble. C'est-à-dire que nous avons peut-être... On a nos petits ressentiments parfois, mais on doit mettre l'intérêt général au travail. Donc, c'est au nom de ça que moi, je pense que nous irons aux élections dans les bonnes conditions. Le peuple bénin n'est pas un peu violent. Et ils commencent pas à comprendre. Ce qui, moi, j'ai parlé, c'est une poignée d'intellectuels, et vraiment très poignée, qui fait encore du bruit. Et moi, je pense qu'ils ont intérêt à se calmer, parce que la fin, une élection, c'est 5 ans, au plus la présidentielle. En 2026, si Dieu nous prête vieille santé, on sera déjà à la porte de 2026 dans quelques années, et ils auront le temps peut-être d'être là. Alors donc, c'est pas la fin du monde. Ceux qui ont raté les législatives de 2019, on est déjà à 2 ans, hein. En 2023, il y aura les législatives encore. Donc, pourquoi penser qu'on doit brûler le pays parce que eux ils ratent quelque chose aujourd'hui? Je pense que, moi, j'ai espoir. J'ai espoir que nous irons aux élections. J'ai espoir que la transition que nous avons comme la révolution de 2016 va se poursuivre comme une phase de transition avec le président Talon. J'ai espoir qu'il, effectivement, temporise. Après, ayant déjà mis les leviers à des niveaux suffisamment, la fondation, ayant déjà fait la bonne fondation, qu'il ramène à nouveau les brebis galeuses, qu'il ramène le débat à leur niveau, qu'il les réécoute, qu'il lâche la parole, qu'il prenne l'essentiel et qu'on le soumette au peuple pour que nous passions le vrai nouveau départ. Je pense qu'il le consacrera au soir du 26 de 2026, au moment où il voudra passer la main en laissant un Bénin suffisamment solide et qui peut affronter les défis du centenaire, de son centenaire. Moi, voilà un peu décliné ce dont je rêve et j'espère bien qu'il en sera ici. Plaise à Dieu. Alors, Franchi Ritis Dawa, pour finir, le processus électoral en cours au Bénin, est-ce que vous en êtes fiers et quelles sont vos espérances sur ce processus? Non, je crois que, puisque nous irons voter le 11 avril, eh bien, nous attendons à ce que les résultats soient... Moi, mon souhait, c'est que les Béninois sortent, ils vont voter. Qu'on ait un taux de participation élevé, qu'on soit pour ou contre. De toute façon... Ils sont dans les urnes qu'on manifeste quand même. Voilà, ça c'est important. Étant entendu que la moindre entorse à la dignité humaine, la moindre manifestation d'arbitraire, quelles qu'en soient les victimes aujourd'hui, sont les premiers dents d'un engrenage que nous avons tous intérêt à briser. Sinon, nous serons sous bois. Donc, nous nous battons pour une justice politique, une justice économique, une justice financière, une justice à tous les niveaux, pour que tout le monde soit à l'aise et que, au soir du 11 avril, nous avons l'impression que nous avons fait de bonnes élections et que nous attendons les résultats sereinement. Et puis, nous allons amorcer un autre départ plus solide, avec beaucoup plus de succès dans les 5 prochaines années. Merci à vous, Franchi. Je peux dire un dernier mot. Juste pour Monseigneur de Souza. Ce 13 mars, je ne peux pas l'oublier, 13 mars 99. Cette pluie, ce vent violent, cet orage presque dans lequel Monseigneur est parti. Et 22 ans après, on ne peut pas l'oublier. Moi, je pense que Monseigneur de Souza doit être érigé en termes de héros national. C'est un héros national. Parce que quand nous parlons de la conférence nationale et de l'après, il a marqué le Bénin. C'est lui qui a changé Mathieu Kérékou. C'est lui qui a conduit les nouvelles réformes. Donc, je voudrais saluer sa mémoire personnellement et souhaiter que la République pense à lui, qu'on l'érige en héros national. C'est un héros national, Monseigneur de Souza. Franchi Ritis Dawa, il y a 22 ans que Monseigneur Isidore de Souza s'en est allé. C'est vrai que cela m'a échappé très rapidement. Non, je partage complètement les avis de Caprice que Monseigneur de Souza, c'est un héros national, c'est une icône. Et je pense que les dirigeants y pensent. Quelque chose va être fait. Merci à vous, Francis Ritis Dawa. Vous êtes économiste principal, ancien secrétaire technique de la Commission nationale chargée de suivi de l'application du programme d'ajustement structurel de 1990 à 1998 au Bénin. Vous êtes consultant en gestion de l'économie publique, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2001 au Bénin, ancien membre de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance. Vous étiez face à Agapit Napoléon Mafroikan, consultant médias et communication, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, expert électoral. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous est pris demain pour l'inviter. Portez-vous bien et passez une excellente suite de programmes sur les
Merci.